Fidèle au rendez-vous, mesdames et messieurs, c'est dimanche et dimanche c'est Info 7, la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore un candidat à la présidentielle. Vous le savez, le 23 décembre 2018, qu'il neige, qu'il pleuve, selon la CENI, il y aura bien les élections avec ou sans MAV. Il y aura les élections. Donc nous recevons ce dimanche Noël Tchani et avec lui nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir Noël Tchani. Je suis heureux d'être ici. Toute première question, les 100 000 $. Beaucoup de gens se posent la question, qui est derrière Noël Tchani? Où avez-vous obtenu les 100 000 $? D'abord, c'est une question de curiosité. On aimerait bien le savoir. Très bonne question. Noël Tchani a travaillé pendant plusieurs années. Pendant toutes ces années, j'ai dû faire des économies et les 100 000 $ sont venus de mon compte d'épargne. Vous n'avez pas l'impression de fois d'avoir jeté cet argent aux orties comme ça? Parce que c'est non remboursable. Hein? Si vous n'êtes pas candidat, la CENI a dit c'est non remboursable. Vous n'avez pas l'impression vous aurez pu faire autre chose avec vos 100 000 $? Vous savez que Noël Tchani a étudié avec la bourse du gouvernement congolais, du gouvernement du Zaïre à l'époque. Le Zaïre, ou la République démocratique du Congo, a investi en moi, en m'envoyant à l'école à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France, aux États-Unis, jusqu'à obtenir mon doctorat en sciences économiques. Et c'est tout à fait normal que je puisse me sacrifier pour le pays qui a tout fait pour moi. Donc, 100 000 $, je les dépense au nom du peuple congolais et je voudrais que le peuple congolais retrouve le salut. Vous sillonnez le monde, Noël Tchani, mais il y a des gens qui disent pourquoi chez nous on doit payer cette caution de 100 000 $? Est-ce qu'aux États-Unis on paie aussi un tel montant, où il y a des cautions en argent, ou en France, ou en Belgique quand on veut être candidat? Pourquoi en RDC? Est-ce que cela n'élimine-t-il pas aussi, il y a des gens peut-être qui sont capables d'être candidats, qui veulent être candidats, mais qui se butent à ce problème de 100 000 $? Aux États-Unis ou en France, comment ça se passe? Oui, effectivement, aux États-Unis, quand on est candidat à la présidence de la République, on ne dépose pas une caution pour l'enregistrement de sa candidature. Je déplore le système congolais aujourd'hui. Je considère que exiger 100 000 $ pour être candidat à la présidence de la République élimine beaucoup de personnes qui peuvent être très bien qualifiées pour diriger le pays, mais qui n'ont pas cet argent-là. Lorsque je serai président de la République, je vais travailler avec l'Assemblée nationale et le Sénat pour justement modifier la loi électorale sur cette question particulièrement afin d'éliminer des exigences financières pour permettre à tout Congolais qui est qualifié, qui a de bonnes vies et mœurs, qui a une bonne vision pour le pays, de se présenter à la présidence de la République. Cela élimine aussi beaucoup la candidature des femmes, surtout parce que les femmes, vous le savez, avec 100 000 $, beaucoup hésitent. Ils se disent, bon, vaut mieux élever mes enfants que d'aller jeter 100 000 $. Vous avez totalement raison. N'ont pas voulu faire Vous avez ce totalement raison. choix-là. Vous savez que les femmes représentent 53% de la population congolaise. Et je souhaiterais que nous puissions inclure dans tout ce que nous faisons pour notre pays, dans les efforts de développement du pays, qu'on puisse inclure les femmes. À commencer par les inclure dans le processus électoral, dans la vie politique du pays. Vous savez, il y a un pays à côté ici, le Rwanda par exemple, où le Parlement est dominé totalement par les femmes. Je souhaiterais qu'on ait le même phénomène au Congo aussi pour que les femmes puissent avoir un mot à dire dans la façon dont le pays est gouverné. Un gros coucou à la seule candidate à la présidence, Marie-Josée Ifokou, c'est la seule. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir une seule femme comme candidate à la présidence de la République? Lorsqu'on a publié la liste de 21 candidats et que j'ai vu qu'il y avait une seule femme sur cette liste-là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Marie-Josée Ifokou pour la féliciter d'abord d'être femme sur la liste. J'aurais souhaité qu'il y ait plus de femmes qui représentent la population féminine, qui soient candidates à la présidence donc, de la République. Mais malheureusement, le système que nous avons aujourd'hui, à travers donc ces exigences financières, mais aussi à travers d'autres exigences de qualification, ce système fait qu'on n'a pas beaucoup de femmes. Dans l'avenir, je voudrais promouvoir les femmes, je voudrais les inciter à postuler à tous les postes, y inclut la présidence de la République. Nous prenons le premier dossier, mesdames et messieurs, le point de presse de la majorité présidentielle. Vous le savez, cette semaine, la majorité présidentielle s'est réunie pour évoquer les sujets forts de l'actualité et les enjeux de l'heure. Et le meeting du FCC, c'était ce samedi. Selon la police nationale, 180 000 personnes étaient au stade du 20 mars, si je ne me trompe pas, selon la police nationale. Et vous avez suivi les propos tenus par M. Chadari. Nous aurons donc en plus de détails racistes. Proposez-nous ces premiers éléments. Le stade de Tata Raphaël a vomi du monde ce samedi.
Pour sa première sortie, le FCC a confirmé sa popularité à Kinshasa et renversé la tendance. Le jour est historique pour le FCC, mais surtout pour Emmanuel Shadari Ramazani, candidat de ce méga regroupement politique qui, pour la première fois, vient d'être présenté aux Congolais. Dans un stade de Tata Raphaël plein comme un œuf, le ticket gagnant de Joseph Kabila a, au cours de son mot de circonstance, exprimé sa gratitude à Joseph Kabila pour son choix et au FCC pour le soutien. Sauf imprévu, ce lundi, Shadari Emmanuel va présenter son programme de société et le mardi présenter son équipe de campagne. Au cours de ces face-à-face avec la presse, la majorité présidentielle a salué la décision prise par l'UDPS de participer aux élections avec ou sans la machine à voter et s'est félicité par ailleurs du bon déroulement du processus électoral. Nous étions les premiers, et il y a bien longtemps, à proclamer qu'avec ou sans la machine à voter, eh bien, la machine du Front commun pour le Congo était prête. Et donc, on ne peut que saluer cet esprit d'ouverture et qui traduit vraisemblablement une préoccupation pour le peuple congolais, ce dont je me félicite. La majorité présidentielle a salué également la nomination du gouverneur Mouyej du Lualaba par les magazines américains Forbes États-Unis et celle du Dr Mukwege au prix Nobel de la paix. La majorité présidentielle félicite et exhorte ses deux compatriotes à ne pas céder néanmoins au chant de sirène en sortant ces deux prix de leur contexte pour leur octroyer une exorbitante connotation politique. Ces prix ne sont que la reconnaissance internationale de leur mérite professionnel sans aucune prétention politique quelconque. La majorité présidentielle a enfin exhorté la population congolaise à se prendre en charge et à s'approprier de la souveraineté démocratique de son processus électoral. Noël Tchani, vous avez suivi Alain André Atundu et l'UDPS. Il se félicite de la participation de l'UDPS aux élections avec ou sans MAV. Quelle est votre réaction pour vous? Est-ce que l'UDPS a cédé quelque part ou a changé de position carrément par rapport à cette machine? Je ne connais pas le processus de prise de décision au sein de l'UDPS et je respecte toute décision que ce parti prend. Mais en ce qui me concerne, j'ai maintenu la position que j'ai jusqu'aujourd'hui, que nous avons les élections le 23 décembre. Avec ou sans MAV? Le 23 décembre, nous devons faire en sorte que nous puissions baliser le terrain pour que les élections aient lieu dans de bonnes conditions. J'ai suggéré que nous puissions tous nous réunir en tant que candidats à la présidence de la République, que nous puissions confronter la CENI, que nous soyons accompagnés de nos experts, des juristes, mais également des informaticiens, pour parler avec les experts de la CENI. Que nous puissions examiner les questions de la légalité de la machine et de la fonctionnalité de la machine à voter et qu'ensemble nous parvenions donc à un consensus. Si nous devons rejeter la machine, on la rejette d'après un consensus tous ensemble. Et si on doit la retenir, qu'on le fasse aussi ensemble. Mais avant cela, nous devons nous réunir avec nos experts. Nanga est déjà clair, Noël Tchani, Nanga est déjà clair. Il y aura les élections avec la machine que vous le voulez ou pas. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'il vend. La CENI est claire, il a dit on fera avec cette machine. Alors vous allez boycotter le 23 décembre quand vous entrez dans les bureaux de vote, vous voyez les machines. Qu'est-ce que vous allez faire? La CENI doit cesser de donner l'impression aux gens que c'est une institution dictatoriale qui impose sa décision sur tous les autres citoyens sans tenir compte de l'opinion publique. L'opinion publique congolaise aujourd'hui est très divisée. Il y a des gens qui sont totalement contre la machine, il y a des gens qui soutiennent cette position de la CENI. Ce que je suggère, c'est qu'on ne puisse pas y aller par émotion, par dictat. Je suggère que nous puissions avoir des techniciens, des juristes qui analysent la question de la légalité, mais aussi des informaticiens qui analysent la question de la fonctionnalité. Et après débat entre les experts de la CENI et les experts représentant nous de l'opposition,
que nous puissions parvenir donc à un consensus en connaissance de cause. Vous avez déjà expérimenté cette machine? J'ai expérimenté personnellement. Quelles sont vos impressions? Ce n'est qu'une imprimante selon la CENI? J'ai expérimenté la machine et j'étais accompagné donc de mes experts qui m'ont préparé d'ailleurs un rapport circonstancié. Lorsque nous sommes allés donc à la CENI nous a démontré que c'est une machine qui peut fonctionner avec plusieurs caractéristiques. Ça dépend de ce qu'on veut activer. Si on veut qu'elle fonctionne simplement comme étant une imprimante, elle va fonctionner comme une imprimante. Mais si on veut qu'elle fonctionne comme un ordinateur, c'est tout à fait possible aussi d'activer certaines fonctions. Parmi les 18 recommandations des experts britanniques, le risque est là. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, elle peut fonctionner autrement. Elle peut fonctionner autrement. Donc, c'est ça les dangers. C'est ça les dangers. C'est pour cela que je suggère que nous puissions tous nous retrouver autour de la table avec des experts de la CENI et nous, pour que nous puissions nous entendre sur quelles sont les modalités du fonctionnement de la machine. Si on doit la retenir, quelles sont les fonctions qui doivent être activées, et si on doit la retenir aussi, quelles sont les fonctions que nous devons éteindre. Vous faites confiance à la CENI qu'elle peut désactiver d'autres fonctions? Je ne fais pas confiance, mais si on a un protocole d'accord qui dit clairement que la machine doit fonctionner comme une imprimante exclusivement, la CENI n'aura pas de choix que d'utiliser cela. Alain Atoundou a dit aussi, par rapport au prix reçu par Mukwege et Mouyej, qu'elle ne cède pas au chant des sirènes. Ce ne sont que des prix par rapport à leur profession. Ce ne sont pas des prix tout à fait politiques. Mais vous n'avez pas, d'ailleurs c'est l'opinion de beaucoup de Congolais, que le gouvernement veut à tout prix minimiser le prix Nobel reçu par Dr Mukwege. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le docteur Mukwege pour le prix qu'il a reçu, le prix Nobel. C'est la première fois dans l'histoire de la République que nous avons un Congolais qui est honoré à ce niveau-là. Donc, docteur Mukwege, félicitations pour le travail excellent que vous faites pour la défense donc, des intérêts du peuple congolais et surtout pour tout ce que vous faites pour les femmes qui ont été violées, qui ont été traitées dans des conditions tout à fait donc, inhumaines. Cela étant, je voudrais aussi qu'on reconnaisse en tant que Congolais que lorsqu'on obtient un prix, parce qu'on répare les femmes qui ont été violées pendant les guerres, pendant l'insuffisance de la protection de ces femmes par l'État qui est supposé assurer la protection de tout le monde, c'est une insulte. Je pense donc à l'existence de cet État. L'État congolais n'existe que de nom. Aujourd'hui, Dr Mukwege nous donne la preuve qu'il fait un travail qui remplace en quelque sorte ce que l'État devait faire. En d'autres termes, il est temps qu'on puisse avoir un changement à la tête du pays pour que nous puissions sécuriser tous les Congolais, pour qu'on ne puisse plus avoir donc des femmes violées dans ce pays-ci. Dans ces conditions-là, si l'État fait son travail, Dr Mukwege n'aura pas donc l'occasion d'avoir un prix Nobel parce qu'il protège donc les femmes, parce qu'il répare les femmes. Donc travaillons en sorte que nous puissions mettre des conditions de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Comme ça, on n'aura plus jamais donc des prix Nobel dans ce sens-là. Dans ce sens-là. D'ailleurs, une information de taille, le docteur Mukwege, avec tout ce qu'il fait, sa profession, son travail sera mise sur cinéma. Ce sera un acteur américain qui jouera le rôle de docteur Denis Mukwege. C'est Ousoun, si je ne me trompe pas, l'américain d'origine béninoise. Il est même venu à l'Est pour rencontrer le docteur Mukwege. Je crois que quand on veut tourner un film, il est venu pour voir un peu comment docteur Mukwege travaille, voir un peu comment il fonctionne et tout ça, ses mimiques, ses tics, vous savez comment le cinéma fonctionne. Donc, pour une fois qu'un Congolais est mis en exergue après Lumumba, je crois que ça nous fait plaisir. Nonobstant le mauvais côté des choses. Projet de société, vous avez suivi le meeting du FCC, mais un internaute m'a dit de vous poser la question, pourquoi Emmanuel Shadary ne présente pas son projet? Vous tous, vous l'avez déjà fait, je crois que beaucoup de candidats ont présenté leur projet. Mais pourquoi lui commence par un meeting et pas par le projet de société? Mais ça montre très clairement que le camp du régime actuellement, ils n'ont rien à offrir donc au peuple congolais comme vision pour l'avenir. Ils ont géré le pays pendant 17 ans. Emmanuel Shadary a fait partie du régime qui a géré ce pays et dont les résultats sont connus. Quels sont ces résultats aujourd'hui? L'insécurité généralisée. Nous avons 90 fosses communes dans l'espace kassaïen. On a tué nos compatriotes. On les a entrés donc nuitamment dans des fosses communes. Emmanuel Shadary et son régime n'ont pas été à mesure. Il était ministre de l'Intérieur. Il a quand même mis, selon lui, même selon le gouvernement, il a rétabli la paix au Kasaï. Avec ces histoires de Kamwina Sampou, il était ministre de l'Intérieur. Vous avez vu ce qu'il a fait. Il est allé sur le terrain, il a parlé aux deux partis et tout ça. Et la paix est revenue. C'est le cas du criminel qui revient sur le lieu du crime. En réalité, Emmanuel Shadary fait partie du problème.
il était ministre de l'Intérieur en charge de protéger nos compatriotes. Il ne les a pas protégés, il les a massacrés, on les a enterrés dans des fosses communes et il revient après pour dire on va rétablir la paix et la sécurité. Je pense que c'est un trompe-l'œil pour simplement endormir le peuple congolais et le peuple kassaïen d'une façon générale. Alors, au-delà de ça, je voudrais aussi que les Congolais soient conscients que nous sommes aujourd'hui donc l'un des pays les moins développés de la planète et les plus pauvres du monde à cause de la gestion de ce pays par le régime auquel Emmanuel Shadari appartient. Donc, il n'a pas de projet de société pour pouvoir présenter au peuple congolais. Il devrait simplement donc plier bagage, tous partir. Mais comme il ne croit pas dans la démocratie et il pense qu'on va endormir le peuple congolais à pouvoir les laisser continuer à gérer encore le pays de la façon rocambolesque que nous connaissons, eh bien, il est allé au stade hier, il n'avait rien à dire. Je voudrais informer le peuple congolais que nous allons organiser aussi au stade de Tata Raphaël le 17 novembre un meeting où je vais présenter notre vision de développement au peuple congolais. Et j'invite le peuple congolais à venir ce jour-là pour pouvoir donc nous écouter et on va voir qu'il y a une alternative par rapport à ce pouvoir qui représente la continuité dans la médiocrité. Mais nous représentons la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance du passé et nous représentons en quelque sorte le changement positif pour ramener le Congo vers un niveau de développement. Nous espérons que ce jour-là, les bus Transco seront là. Hein. Il n'y aura pas révision des bus Transco ce jour-là. Hein. Je voudrais en profiter juste pour dire un mot, si vous me permettez. Je vous en prie que tout le stade était rempli hier. Vous savez pourquoi? Pas parce que les gens sont partis en croyant dans la vision donc de ce groupe-là. Ils sont partis parce que les transports en commun étaient mobilisés gratuitement pour transporter les gens. En plus de cela, on donnait 10 000 francs. Vous avez des preuves? Ce sont des accusations assez fortes. J'ai reçu ce matin des étudiants, je ne veux pas mentionner donc leur école, à qui on a offert donc 10 000 francs congolais pour qu'ils puissent donc aller au stade. Moi, je considère que dans un pays comme le nôtre, où les gens vivent dans la pauvreté, dépenser de l'argent public de cette façon-là, c'est vraiment le symbole même de la médiocrité. Il est temps que ce régime puisse donc changer et il est temps que le peuple congolais puisse sanctionner le 23 décembre prochain ce régime qui a échoué pour pouvoir donc amener une alternative crédible au pouvoir. Nous allons à l'est de la République, mesdames et messieurs, à Béni, marche à Béni après les attaques des ADF Nalou encore. Vous le savez, l'est de la République est toujours, en tout cas, les massacres. Il n'y a pas toujours de bonnes nouvelles qui nous proviennent de ce côté-là. Et l'interdiction des activités des campagnes dans les espaces catholiques à Bukavu. Cette décision de l'archevêque de Bukavu est contenue dans un communiqué intitulé « Le processus électoral et nous ». Dans ce document, Monseigneur François-Xavier Maroy affirme qu'il ne veut prendre aucune responsabilité de diriger les bureaux et gérer le matériel prévu pour les élections, même si l'Église met à la disposition de la CENI ses infrastructures pour le déroulement des scrutins. L'archidiocèse de Bukavu ne loue pas ses salles polyvalentes aux partis politiques pour y organiser la campagne, a-t-il souligné. Car le risque de ne pas donner satisfaction à tous ces grands au regard du nombre incalculable de partis ou de regroupements politiques. L'Église catholique n'accepterait pas non plus que les espaces de l'Église et des écoles servent des lieux de rassemblement ou d'affichage de photos et autres insignes de publicité, a-t-il poursuivi. Cela en raison de la neutralité et du caractère apolitique de l'Église catholique. La tension monte d'un cran les dimanches derniers dans l'est de la RDC. Une foule en colère a marché suite à la nouvelle attaque meurtrière des présumés rebelles ADF qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol, les habitants des Béni ont occupé le boulevard Niamouissi avec 5 corps en direction de la mairie de l'hôtel des villes de Béni. Arrivés à la mairie, les manifestants ont été dispersés par la police après qu'un jeune ait mis le feu au bâtiment de la poste et 2 autres bâtiments annexes de la mairie, a expliqué un conducteur de moto-taxi. Cette énième attaque meurtrière a visé la ville de Béni dans la nuit du samedi 20 octobre dans la commune des Rwenzori. Le bilan provisoire a fait état de 12 civils tués et plusieurs personnes blessées et d'autres enlevées par les assaillants qui les ont emportés dans la brousse. Ici est de rappeler que ces récentes tueries interviennent un mois après celles orchestrées la nuit du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018 qui ont fait entre 18 et 24 morts.
D'aucuns se posent la question de savoir où seraient les éléments des FARDC et la MONUSCO alors qu'elles sont présentes dans cette partie de la République. Noël Tchani, vous êtes candidat à la présidence de la République. Je crois que pendant la campagne, Béni fera partie aussi en tout cas de sujets de campagne. Qu'est-ce que vous proposez pour que ça s'arrête finalement à Béni ou dans l'Est de la République en général? Vous savez, je suis très attristé par ce que nous connaissons donc de Béni, mais ce qui se passe à Béni n'est pas un cas isolé. Ça se passe partout sur l'étendue du territoire national, dans le Grand Kasaï, dans le Bas-Congo, un peu partout. On tue nos compatriotes donc chaque jour. Et c'est ça l'insécurité caractérisée que nous connaissons en tant que peuple congolais sous le régime actuel auquel M. Chadari appartient. Ce que je préconise pour que nous puissions mettre fin à ça, c'est un changement au sommet de l'État. Nous devons avoir un nouveau chef de l'État, nous devons avoir un nouveau régime par rapport au régime qui entretient l'insécurité aujourd'hui. M. Chadari représente la continuité du système actuel. Et tant que ce système actuel va être en place, nous n'aurons jamais de paix. Voici ce que je propose maintenant pour qu'on puisse avoir la paix. Je voudrais qu'on puisse restructurer l'armée, la police et les services de sécurité. C'est déjà fait, hein? Non. Il y a une réforme de l'armée congolaise. Non, ils n'ont pas réformé l'armée comme nous souhaitons. Laissez-moi parler, c'est le genre de réforme que je vois qui peut mettre fin à l'insécurité généralisée que nous avons aujourd'hui. Nous allons faire l'inventaire de tous les éléments en uniforme. Nous devons connaître qui est qui dans l'armée, il provient d'où, il a quelle expérience, quelle est l'expérience qu'il a eue à tuer les gens ou à protéger les citoyens. Une fois que nous avons fait cet inventaire, les mauvais éléments seront sortis de l'armée. Des éléments qui ne sont pas vraiment congolais, qui ne peuvent pas protéger les Congolais, seront sortis de l'armée. Qui ne sont pas vraiment congolais, c'est-à-dire, parce qu'on n'a pas de carte d'identité depuis 20 ans. Depuis le départ de Mobutu en 97, nous n'avons pas une pièce d'identité. La carte d'électeur n'est pas une pièce d'identité. Comment vous saurez, Noël Tchani, que celui-là n'est vraiment pas congolais? Vous savez, les Congolais... C'est pas un peu de la démagogie, ça? Non, pas du tout. Vous savez, les Congolais se connaissent. Quand je suis arrivé à Kinshasa, les Congolais se sont demandé, mais Noël Tchani, il sort d'où? Et immédiatement, il y a 1000 personnes qui sont sorties pour dire, nous l'avons vu grandir. Il est né à tel endroit. Il a grandi. Nous nous connaissons entre nous. Nous allons identifier par ce mécanisme-là qui est réellement dans l'armée et il vient d'où. Une fois que nous avons fait cet inventaire, nous allons déterminer, par exemple, si on a 40 000 personnes dans la police, nous allons déterminer, par exemple, qu'on a besoin de 100 000 personnes pour maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Donc, on aura besoin de recruter 60 000 personnes additionnelles. Ces 60 000 personnes additionnelles vont être recrutées d'après des critères transparents. On va les former. Ils vont avoir donc la meilleure formation du monde. Et en ce moment-là, on va les déployer pour pouvoir sécuriser tout le monde. En ce moment-là aussi, nous allons augmenter les salaires. Vous savez, dans l'armée et dans la police, nous avons des gens qui ne sont même pas payés. Et s'ils sont payés, ils gagnent par exemple 30 $ par mois. Incapables de pouvoir donc subvenir à leurs besoins, de supporter leur famille. Ces gens-là utilisent l'arme pour pouvoir, en quelque sorte, massacrer la population. Vous êtes du FMI. Je vais introduire un système... Laissons-nous débattre, c'est vrai. Vous êtes du FMI, c'est non, je ne suis pas venu du FMI, je suis venu de la Banque mondiale. Bon. Mettons les deux organisations. Vous savez, vous dites que vous allez augmenter. Mais vous savez la pression que nous recevons de ces deux organisations de fois. Est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement actuel n'a pas envie d'augmenter les salaires des militaires? Mais des fois, quand il va le faire, les FMI ou la Banque mondiale dit « Niet, vous ne pouvez pas, vu les échéances, vu beaucoup de choses, vous ne pensez pas que nous sommes sous le diktat de ces deux organisations dont vous provenez ?» C'est pour ça que je propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Un plan purement congolais, conçu par ce Congolais avec un groupe d'autres Congolais, dans l'intérêt du peuple congolais. Aucune institution ne va nous dicter ce que nous devons faire ici. Et je vais vous dire une chose. Quand je suis ici, quand une institution étrangère vient nous dire donc qu'il ne faut pas faire ça, si c'est dans l'intérêt du peuple congolais, je suis 100% congolais et je suis loyal à la RDC. Je ferai ce qui est bien pour la RDC et pour le peuple congolais. Ok. Donc par rapport aux églises catholiques, vous avez suivi, hein, l'église catholique a dit pas question que ces écoles soient les lieux où on peut afficher afficher les pancartes, permettez la tautologie, afficher les affiches. Donc, vu la neutralité de l'église catholique, ils ne veulent pas prêter leur salle aux partis politiques. Vous ne trouvez pas que l'église aussi est en train de fausser un peu les jeux? Parce qu'ils savent qu'eux, ils ont des salles, ils ont des moyens que les autres n'ont pas. Pourquoi ne pas prêter aux partis politiques? Non, moi je pense... D'abord, je suis catholique, donc je respecte tout ce que l'église catholique donc, décide dans ce sens-là, et je pense que l'église doit rester donc au milieu du village, et il faut que les politiciens respectent les lieux religieux.
On a vu ici où on a des policiers qui entrent même dans les lieux religieux pour aller tirer sur les gens. On doit respecter donc les églises, on doit les laisser donc tranquilles et on ne doit pas faire la politique à l'intérieur des églises. Vous avez dit quelque chose que moi j'aimerais bien soulever. Les internautes, notre émission est interactive. Quelqu'un m'a dit de vous poser cette question. On vous compare souvent à Oscar Kachala. Pourquoi? Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas suffisamment d'informations et qui ne connaissent pas mieux et qui font cette comparaison-là. Qui est Oscar Kachala d'abord? Je voudrais vous dire une chose, que Oscar Kachala, c'est un compatriote qui n'a jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays. Il est venu au Congo pour participer à l'élection présidentielle avec l'idée qu'il allait gagner et gérer le Congo différemment que ce que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, il n'avait pas gagné. Il est retourné aux États-Unis. Pourquoi? Pendant qu'il était en campagne ici, le fils d'Oscar Kachala, âgé de 29 ans, formé comme lui à l'université de Harvard aux États-Unis, médecin, est mort. Qui ne pouvait pas être paralysé par une situation ou déstabilisé par une situation de ce genre dans la famille. Je considère que les Congolais ne connaissent pas cette réalité-là et les Congolais sont très méchants lorsqu'on le juge. Personnellement, je considère que Oscar Kachala, c'est un homme très brillant, formé dans l'une des meilleures universités du monde. Quand je vais gagner l'élection présidentielle, je vais faire venir Oscar Kachala pour faire partie de mon équipe parce que je connais sa valeur. Mais au-delà de ça, je ferai venir d'autres Congolais dans la diaspora, mais également les Congolais de l'intérieur pour que nous puissions faire une équipe de qualité qui va gérer le Congo dans l'intérêt du peuple congolais. Nous entrons dans le processus électoral. J'ai gardé une question pour vous. Réaction de Jean-Pierre Bemba sur ce processus électoral qui poursuit son chemin cas un cas jusqu'au 23 décembre. Et l'Assemblée nationale qui reçoit le projet de budget 2019 du Premier ministre Bruno Tshibala. Après 48 heures lui accordées, Bruno Tshibala est retourné jeudi à l'Assemblée nationale pour répondre aux diverses préoccupations soulevées par les élus du peuple mardi 23 octobre dernier lors du débat général sur le projet de loi de finances de l'exercice 2019. Dans sa réplique, le chef du gouvernement a reconnu la faiblesse de ce budget au regard du potentiel fiscal de la RDC. Il rassure cependant que les différentes réformes de l'État qui s'opèrent à travers les différents secteurs de la vie nationale permettront au pays de se doter d'un budget potentiel fiscal de la RDC. L'application du code minier revisé avec le règlement minier a enregistré un taux d'accroissement de 109%, a déclaré Bruno Tshibala. Il a également rassuré que le cap de 25% sera maintenu pour l'organisation des élections générales le 23 décembre prochain. Par ces réponses, le débat a été clos par le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement. Et les honorables députés ont jugé recevable ce projet. Ce test est par la suite transmis à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Cette dernière dispose d'un délai raisonnable pour faire son travail. Pour rappel, le projet de finances de l'exercice 2019 a été présenté par le Premier ministre Bruno Tshibala le mardi 23 octobre dernier. Bien, parce que d'abord la CENI et principalement la présidence et le bureau de la CENI sont sourds à l'appel de la population et des cadres et des candidats aux différentes élections qui sont en train de se plaindre de ce qu'on appelle aujourd'hui la machine à tricher et surtout le lot de 10 millions de électeurs fictifs qui est mis en place pour pouvoir déjà faire gagner les candidats à tous les niveaux des élections et pouvoir se créer une majorité et mettre en place un chef d'État sur base de 10 millions de fictifs. Ce n'est pas de boycott. Aujourd'hui, ce que nous appelons, c'est que la CENI revienne à la raison. Ou alors que ce qui sera fait, si elle devait maintenir, c'est qu'effectivement, elle confirme qu'elle est en train de mettre en place la plus grande fraude électorale avec une affaire de machine à voter qui n'a jamais été testée nulle part dans le monde. Nous avons signé avec Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, à Bruxelles, et nous avons convenu tous au niveau des points. Nous avons signé, il a signé librement la question de cette machine soi-disant à voter, et nous étions tous tombés d'accord.
Il faudrait leur poser la question, monsieur. Je ne suis pas de l'UDPS. C'est en cours, les réunions se tiennent quotidiennement. Tous les candidats, en tout cas à l'élection présidentielle, ont proposé et présenté au niveau de l'opinion publique leur programme respectif. Il appartient maintenant à une commission qui a été mise en place de pouvoir regrouper tout ça et de faire une proposition d'un programme commun. Ça va sortir, dans les jours qui viennent, ça va sortir. Nous l'espérons bien, nous l'espérons tous, qu'un changement de régime va avoir lieu. Mais bien sûr, il faudrait encore que ça puisse se faire dans la transparence, avec plus de crédibilité. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'on puisse aller dans les élections transparentes et crédibles surtout. Lorsque j'aurai terminé mes activités au niveau de l'extérieur du pays, je reviendrai au niveau du pays également. Noé Tchani, avant d'attaquer le budget, le projet de budget avalisé par l'Assemblée nationale, un internaute m'a dit encore de vous poser cette question. C'est vrai que vous avez parlé de Congolais, vous dites que les Congolais sont de temps en temps assez méchants quand ils ne connaissent pas la vraie information. Alors, question directe. Est-ce que vous êtes américain, Noé Tchani? Je suis congolais, né en Ghana, j'ai grandi en Ghana. J'ai étudié dans ce pays jusqu'à la fin de l'école secondaire et je suis sorti du pays, vous savez comment? Envoyé par le gouvernement du Zaïre, le Conseil exécutif national, pour aller étudier à l'étranger. C'est curieux que quand votre gouvernement vous envoie à l'étranger, vous étudiez, vous terminez, vous revenez ici, et puis il commence à vous dire non, restez à l'étranger parce que vous êtes américain, parce que vous êtes ceci, cela. Je voudrais dire une chose. Lorsque je suis président de la République, d'abord, je vais travailler avec le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour reconnaître la nationalité congolaise à tous les Congolais d'origine. Personne ne doit perdre sa nationalité. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'arrive. Il faut que nous puissions nous situer dans la modernité aujourd'hui. Les Sénégalais, les Maliens, les Indonésiens, beaucoup de citoyens du monde aujourd'hui, ils conservent leur nationalité. Si vous allez à l'étranger, vous arrivez à acquérir une nationalité étrangère, c'est votre problème. Mais dans votre pays, vous êtes reconnu comme étant un citoyen à part entière de ce pays-là. Moi, je vais travailler avec le Parlement pour reconnaître la nationalité congolaise à tous les Congolais d'origine. Vous savez pourquoi? Nous avons 87 millions de Congolais. Sur les 87 millions, 8 millions de Congolais sont dans la diaspora. S'ils arrivent à acquérir une nationalité étrangère pour avoir des facilités dans les milieux où ils vivent, tant mieux pour eux. Mais chez nous, ici, ils doivent être considérés comme étant des ressources humaines congolaises qui ne doivent jamais être compromises, vendues donc dans un pays étranger à quelque prix que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés vivre là-bas. Donc, à l'internaute donc qui pose cette question, je voudrais que vous soyez rassurés. Je suis congolais d'origine, je suis congolais né en Ghana. Vous voulez même que je vous parle en Chiluba? Guinée Diani, Noël Chai, moi j'invita. Haoudi Moussa, Bokumani Boani, même du Moum la Koepi, ou Mbimpa, ou Yikungandajika, ou Ebeche Bantu, Nabakwambile Boani, Noël Chani, Moano Amoudi Tongiam. Mais cela n'empêche pas, il y a quand même beaucoup qui sont nés ici, mais qui ont acquis d'autres nationalités. Mais est-ce que cela ne va pas affaiblir ceux qui sont restés ici? Parce que vous le savez, ce complexe que nous avons, nous les Congolais, de croire que tous ceux qui sont allés à l'extérieur sont supérieurs, entre guillemets, à ceux qui sont restés. Est-ce que ça ne va pas complexer ceux qui sont restés? Je vais vous dire une chose, c'est pour cela qu'il nous faut avoir pour une fois un président de la République qui a une vision de ce qui se passe à l'intérieur du pays comme moi, mais qui a aussi une vision de ce qui se passe à l'extérieur. Je fais le pont entre la diaspora et les Congolais de l'intérieur. Je voudrais que les Congolais de l'intérieur sentent qu'ils sont Congolais à part entière et qu'ils doivent travailler en partenariat avec leurs frères et sœurs de la diaspora. Et aussi les Congolais de la diaspora doivent considérer ceux de l'intérieur de la même façon. Ce n'est que de cette symbiose-là que le pays pourra donc aller de l'avant. La rivalité entre les Congolais de l'intérieur et les Congolais de la diaspora, c'est une fausse rivalité et nous devons mettre ça de côté. Mettre fin. Vous avez suivi, hein, le Premier ministre Bruno Tshibala a reconnu la faiblesse du projet de budget, ce budget d'ailleurs carrément, 5 milliards quelque chose de dollars par rapport aux potentialités que regorge la RDC. Comment nous avons toujours ce budget minable, j'ose le dire, par rapport à d'autres pays, par rapport à l'Angola, par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport à d'autres pays? Comment nous stagnons que sur 5 milliards, quelque chose comme ça? Je voudrais dire que le budget de 5,9 milliards de dollars présenté par le Premier ministre Bruno Tshibala à l'Assemblée nationale, c'est un budget ridicule. C'est un budget pour rire en réalité. Pourquoi? Parce qu'un grand pays comme celui-ci, avec un budget de ce genre-là, nous ne pouvons pas régler les problèmes structurels, les problèmes de développement auxquels nous sommes confrontés. Pour vous donner une idée de la modicité donc, du budget congolais, l'Angola a un budget donc, de 106 milliards de dollars. L'Afrique du Sud a un budget donc, de 125 milliards de dollars. Le Nigeria
a un budget qui avoisine 561 milliards de dollars. Nous ne pouvons pas être un grand pays comme celui-ci avec 1100 minerais métaux précieux différents d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars et avoir un petit budget donc de 5,6 milliards de dollars. Incapable d'utiliser ce budget-là pour financer un projet de développement pour régler le problème de la pauvreté auquel nous sommes confrontés. Vous savez pourquoi nous avons ce petit budget? C'est à cause de la corruption, à cause de la prédation des ressources naturelles, à cause du détournement des fonds publics. Regardez tous les officiels congolais. Ils achètent des buildings, des bâtiments à travers toute la ville, mais ils ne font rien pour le développement du pays et ils ne font rien pour arriver à donner au peuple congolais sa part du gâteau pour qu'il puisse vivre donc correctement. Moi, lorsque je serai président de la République, je vous propose un plan Marshall sur 15 ans. 800 milliards de dollars, dont 45 milliards de dollars par an sera le budget provenant des ressources intérieures. Quand vous prenez 45 milliards multiplié par 15, on aura 680 milliards de dollars provenant des ressources intérieures. Maintenant, en plus de cela, nous allons mobiliser 75 milliards de dollars provenant des investissements directs étrangers, mais aussi 45 milliards de dollars provenant d'aides bilatérales et multilatérales. Donc le Congo va pouvoir se développer en utilisant essentiellement des ressources intérieures provenant de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la prédation des ressources naturelles et de la lutte contre les détournements des fonds publics, la fraude fiscale et consorts. La raison pour laquelle aujourd'hui ce gouvernement est incapable d'avoir un budget sérieux, c'est parce qu'il y a beaucoup de corrompus. Il y a beaucoup de coulage de recettes, corrompus, il y a beaucoup de connivence entre ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont supposés protéger les Congolais et ceux qui sont dans le secteur privé, qui sont en quelque sorte donc des délinquants internationaux qui veulent donc détourner les ressources publiques pour leur propre intérêt. Le Premier ministre a mis l'accent sur le code minier, 109% de bénéfices cette fois-ci. Quelle est votre appréciation de ce nouveau code minier? Est-ce que c'est favorable selon vous, Noé Tchani, pour le Congolais? Ce code minier ne représente absolument pas de différence par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Ce sont des changements cosmétiques. Lorsque je serai président de la République, je vais abolir ce code minier. Vous n'êtes pas content de... Vous êtes content de rien, hein, Noé Tchani? Même le code minier, le chef de l'État l'a promulgué. Beaucoup de gens disent que c'est positif cette fois-ci. Cette fois-ci, les bénéfices vont être vraiment pour le peuple congolais. On a laissé le temps aux miniers de se renflouer les poches et tout ça, de rentabiliser leur investissement et tout ça. Mais comment vous n'êtes pas... Et pourtant, vous êtes économiste de formation. Je ne suis pas content, étant donné que mon pays est en train d'être exploité et que mon peuple est devenu aujourd'hui le plus pauvre du monde. Si on avait un code minier qui rapportait donc des revenus à l'État, le Congo devait se développer plus rapidement en utilisant donc ses ressources. Je vais abolir ce code minier et je vais vous dire pourquoi. Dans d'autres pays, par exemple au Nigeria, il y a une loi qui dit, le code minier donc dit ceci: tout investisseur étranger peut avoir 49% d'intérêt donc dans une entreprise dans le secteur pétrolier donc au Nigeria, mais 51% doivent rester dans les mains des Nigérians, c'est-à-dire l'État ou le privé. À travers ce mécanisme-là, il y a beaucoup de Nigérians qui sont devenus aujourd'hui donc des milliardaires. Au Congo, nous n'avons pas donc ces dispositions-là. Pourquoi? Parce que l'État ne protège pas les intérêts pour permettre aux Congolais de devenir riches légalement, d'avoir des parts donc dans des sociétés en partenariat avec l'extérieur. Je vais abolir ce code minier et je vais faire de cela mon cheval de bataille en travaillant avec le Parlement, en travaillant avec le Sénat pour que nous puissions donner au Congo un code minier qui donne la part du gâteau au peuple congolais et qui permette la promotion des intérêts nationaux pour qu'il y ait donc des milliardaires congolais mais qui le font légalement. Est-ce qu'on n'a pas de milliardaires congolais? C'est quand même offensant. Il y a des milliardaires congolais peut-être aujourd'hui mais qui volent l'argent et par conséquent ils cachent cet argent-là dans les comptes bancaires, dans les paradis fiscaux, Panama, en Suisse, Cayman Island et consorts. Nous ne voulons pas donc ce genre de richesse des milliardaires congolais. Nous voulons des véritables milliardaires congolais, des hommes d'affaires qui vont en quelque sorte donc s'enrichir publiquement, au vu aussi de tout le monde, et qui vont utiliser leur argent au profit du peuple congolais en créant des entreprises comme les Dangote au Nigeria ou bien les Tony Olumelo et consorts. Je voudrais qu'on puisse avoir une émergence donc de ce que j'appelle la bourgeoisie nationale congolaise. Nous allons parler du conclave de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, comme vous êtes là, vous avez d'ailleurs réagi par rapport à ce conclave. Quand vous êtes sur le plateau, nous aurons un peu plus d'éclaircissement et la réaction aussi de Kibasa par rapport à ce conclave qui s'est tenu à Jobourg, en Afrique du Sud. Selon le président de l'UDPS Kibasa,
Le conclave de l'opposition en Afrique du Sud est une preuve que l'opposition est plus que déterminée à avancer ensemble. Je pense que c'est un signal fort que l'opposition est plus que déterminée à être ensemble, à rester soudée pour s'assurer que le pouvoir en place, en tout cas, qu'il y aura une belle alternance demain, alternance qui sera demain incarnée par un opposant qui sera le prochain président de la République. Et donc, je me dis, malgré tout, tout ce que nous pouvons avoir comme embûche, l'opposition est déterminée et décidée à avancer ensemble. Mais ce qui est certain, nous avons des arguments de taille qui feraient en sorte que l'opposition puisse demain se retrouver autour de Félix Tshisekedi. Bien entendu, avec tout le respect qu'on doit pour les autres leaders de l'opposition, je pense qu'aujourd'hui, quand il y aura les discussions, on aura les arguments de taille pour convaincre tout le monde. S'agissant des flèches empoisonnées contre l'UDPS pour avoir accepté d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter, Augustin Kibasa Maliba appelle plutôt les uns et les autres à se préparer pour ne pas laisser le régime Kabila aux commandes. Nous disons que le peuple veut des élections au 23 décembre et il faudrait justement se donner les arguments qui feraient en sorte que malgré cette machine à voter, nous puissions faire face à la tricherie, une grande tricherie qui se prépare. Nous ne sommes pas dupes, mais nous disons que nous allons tout faire pour que dans les bureaux de vote, dans tous les bureaux de vote à travers la République, qu'il y ait des témoins de l'UDPS, des témoins de la grande opposition, parce que, il faut, je l'ai dit tantôt, une opposition unie va faire fléchir cette majorité. Je souhaiterais ici insister auprès de notre peuple qu'il faut faire très attention. Les officines du pouvoir aujourd'hui travaillent pour diviser l'opposition. Pour rappel, l'UDPS Kibasa soutient la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 23 décembre 2018. Et je constate plutôt que dans l'opposition, il y a des gens qui ne veulent pas se mettre ensemble avec les autres, pour des raisons qui leur sont personnelles. Il y en a qui militent, qui passent leur temps militer pour pouvoir avoir des transitions dans lesquelles ils pourraient partager le gâteau entre eux. Je ne suis pas l'une de ces personnes-là. Donc je n'ai pas l'intention de partager le gâteau avec qui que ce soit pendant la période de transition qu'ils souhaiteraient avoir. Je suis partisan, moi, des gens qui veulent que les élections aient lieu le 23 décembre 2018. Et nous allons participer dans cette élection-là. Nous faisons appel à tout le peuple congolais qui veut que les choses changent, de pouvoir s'impliquer dans ce processus maintenant. Ceux qui ont organisé donc des rencontres en Afrique du Sud, je ne suis pas au courant. Je suis au contact permanent avec le gouvernement sud-africain qui ne sont pas au courant donc de ce que les autres sont allés faire là-bas. Et je déplore moi une chose, que les Congolais ont développé cette manie de se réunir à l'étranger pour discuter des problèmes congolais. Je ne vois pas, par exemple, des Français qui se réunissent au Congo pour régler les problèmes français. Je ne vois pas des Sud-Africains qui se réunissent au Congo pour régler les problèmes sud-africains. Je ne vois pas des Chinois qui viennent se réunir ici pour régler les problèmes chinois. Je suis triste de voir que les Congolais ne peuvent pas s'entendre sur le territoire congolais et ils ont cette propension à émigrer automatiquement à l'étranger pour aller discuter des questions congolaises qu'ils ne peuvent pas régler volontairement en étant sur l'étendue du territoire national. Deux visions diamétralement opposées par rapport à ce conclave d'Afrique du Sud. Noé Tchani, vous étiez assez dur, j'ai suivi les images, vous déplorez le fait que les Congolais se réunissent toujours à l'étranger. Vous l'avez dit, vous n'avez jamais vu les Chinois se réunir en RDC pour parler de la Chine, jamais vu les Sud-Africains se réunir à Kinshasa pour parler de l'Afrique du Sud. Mais c'est peut-être une question de sécurité, Noé Tchani, tout simplement. Les gens se disent que non, ici peut-être qu'ils ne seront pas en sécurité. Ils préfèrent se réunir dans un lieu neutre, entre guillemets, pour parler plus tranquillement entre eux. Est-ce que vous voyez Moïse Katumbi revenir ici pour parler de la RDC ici? Il faut être aussi juste un tout petit peu. Moi, je voudrais dire ceci, c'est que les Congolais ont une mentalité, une manie, qui consiste à penser que ce qui se passe à l'étranger est mieux qu'au Congo. Et nous devons changer cette façon de réfléchir. Je répète que je ne vois aucun autre pays du monde qui amène ses ressortissants ici pour débattre de leurs problèmes intérieurs en République démocratique du Congo. Je ne vois pas pourquoi nous devons aller. Et d'ailleurs, en allant à l'extérieur, on laisse parfois l'impression que ce sont les gouvernements étrangers qui organisent donc ces rencontres-là. Je suis en contact avec le gouvernement sud-africain. Ce n'est pas le gouvernement sud-africain qui organise ces choses-là. Ce sont des Congolais qui vont se réunir là-bas
parce que pour des raisons qui leur sont propres. Mais moi je continue à penser que c'est peut-être pour des questions de sécurité, tout simplement. C'est même pas question de souveraineté ou de tout le monde qui est parti en Afrique du Sud n'a pas de problème de sécurité. Donc moi je pense que toutes ces personnes-là peuvent se réunir sur l'étendue du territoire national, n'importe où. Aller à Kisangani, aller à Mbujimaï, aller à Lubumbashi, aller vous réunir. Mais ce que je voudrais dire... en RDC, vous voyez déjà comment, s'il vous plaît, comment les meetings par exemple à Lubumbashi sont matés? Vous voyez comment on traite Kyungu, par exemple. Vous voyez le Kassai, comment on interdit même le meeting au Kassai, à Kisangani et ailleurs. Vous voyez comment les choses... Est-ce que vous... C'est ça les gens se disent, est-ce que Tchani connaît vraiment la RDC? Beaucoup de gens se posent cette question. Je vais vous dire une chose, c'est quand on se réunit à l'étranger, on prend une décision à l'étranger en pensant que cette décision ne peut être prise qu'à l'étranger. Comment vous allez l'appliquer au Congo? Parce que vous allez revenir au Congo et vous allez trouver les mêmes problèmes de sécurité ici. Donc il faut confronter ce problème-là dès le départ. Moi, personnellement, ce que je déplore, c'est quoi? On dit qu'on veut réaliser l'unité de l'opposition. Exactement. Et on amène une petite portion des leaders de l'opposition à l'étranger qui vont se réunir et ils vont décider pour tout le monde de l'opposition, alors que la majorité des gens n'étaient pas partis là-bas. On vous a interdit d'y aller, on vous a interdit d'y aller? Est-ce qu'on vous a invité, vous avez refusé ou on a fait fi de vous? J'arrive. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Ce que je voudrais dire, c'est que si on veut réaliser l'unité de l'opposition, il faut que tout le monde dans l'opposition se mette autour de la table. Et il faut examiner les conditions de réunion qui maximisent la chance de participation de tout le monde. Si on peut le faire et qu'on a, sur les 21 candidats ou les 20 candidats donc de l'opposition, si on peut réunir tous les candidats donc à RDC, il faut le faire en RDC. Et si on ne peut pas donc le faire en RDC, on va voir alors où est-ce qu'on peut le faire donc pour réunir tout le monde afin qu'on puisse avoir ce que j'appelle donc l'unité réellement de l'opposition. Mais si on réunit 6-7 personnes sur 20 candidats de l'opposition, on est en train de créer la fissure entre les leaders de l'opposition dès le départ. Vous êtes opposant d'ailleurs, c'est une question que j'ai oublié de poser. Mais bien sûr que je suis opposant et je vais vous dire pourquoi je suis opposant. Donc la question que moi je pose pratiquement, Noé Tchani, est-ce qu'on vous a invité, oui ou non, ou soit on vous a mis de côté et vous vous sentez tout simplement frustré, ou qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas du tout frustré, je vais vous dire pourquoi. Je vous en prie. Vous avez posé la question si je suis opposant. Je n'ai jamais participé dans la gestion de ce pays, dans la gestion du gouvernement qui nous a, du régime qui a amené notre pays dans la situation catastrophique actuelle. N'ayant jamais participé, et j'ai refusé d'être nommé à des postes importants dans ce pays, c'est parce que j'étais en désaccord avec le gouvernement. Je suis opposant, foncièrement, dès le départ et constant. Beaucoup de personnes dans l'opposition aujourd'hui ne peuvent pas dire la même chose. Ils ont été avec le pouvoir, ils ont été avec le régime, moi, je n'ai pas peur et pour une raison ou une autre... On peut dire Mozito a été Premier ministre, donc il a participé. Il a un bilan à défendre. On peut dire Jean-Pierre Bemba à un moment, bon non, lui n'est pas là. Donc qui encore? Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale à un moment. Donc qui encore parmi les 7 a participé? Donc c'est un peu un examen à faire. Donc pour vous, tous ceux qui ont participé à un moment donné dans la gestion de ce pays, pour vous, ne sont pas réellement opposants. Si je réfléchis... Je n'ai pas voulu insinuer ça. Tout ce que je veux dire, c'est que personne ne doit pouvoir pointer du doigt telle personne en disant que lui, il est meilleur opposant ou il est un vrai opposant que d'autres. Parce qu'ils ont un bilan à défendre. Et ce bilan-là, il faut le défendre conjointement avec Joseph Kabila, avec qui ils ont géré le pays. Moi, je n'ai pas de bilan à défendre dans ce pays. Je n'ai jamais fait partie du régime de Kabila. Parmi les 21 candidats à la présidence, donc il y a 3 sortes, si je réfléchis bien. Ceux qui sont venus, ceux qui n'ont pas participé à la gestion du pays, les vrais opposants, il y a ceux qui ont participé à la gestion du pays, le FCC a déjà son candidat unique. Comment vous répartissez? Vous avez Moi, j'ai dit ceci, que je n'ai jamais participé dans la gestion du pays. Et je suis avec qui? La personne qui a été toujours constante et qui n'a jamais participé dans la corruption, la prédation des ressources naturelles, les assassinats, les rébellions, les détournements des fonds publics. C'est Noël Tchani. Je suis propre comme l'eau. Je suis propre comme l'eau de la source. Donc je n'ai jamais participé dans ce régime et je n'ai rien à défendre. Je viens ici pour changer, pour résoudre un problème. Le problème de mauvaise gouvernance. Le problème d'un régime qui a trahi le pays, le peuple congolais. Et je viens ici comme une solution et je ne fais pas partie du problème. Mais les autres, ils peuvent justifier donc, leur existence. À cette allure, Noël Tchani, il n'y aura pas un candidat commun de l'opposition. Hein, non, pourquoi pas? Il peut y avoir des candidats communs, mais nous devons déterminer ce candidat commun d'après des critères bien objectifs. Quels sont ces critères d'après moi? Le niveau d'études, au moins une licence à la congolaise, le niveau d'expérience professionnelle, au moins 15 années d'expérience professionnelle dans une institution publique, privée, nationale ou internationale,
avoir une vision de développement qui est cohérente et complète et qui peut régler les véritables défis de développement du pays, incarner la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance du passé et incarner aussi le changement positif que nous voulons pour l'avenir. En examinant tous ces critères-là et en examinant donc les CV ou les biographies de chacun des candidats, nous allons dégager les candidats qui remplissent vraiment ces critères pour qu'ils puissent être les candidats communs. Vous avez mis le couteau dans la plaie. Quand vous parlez de niveau d'études, vous savez bien que cette histoire de niveau d'études pose problème en RDC. Hein. Mais pourquoi ça pose problème? On continue à promouvoir la République des médiocres et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Chance et le Copamba comme mais il y a des Congolais qui disent mais ce sont des professeurs qui ont détruit ce pays. Mais Mobutu a été entouré des éminences grises de ce pays. Kabila mêmement, Kabila Lonzé mêmement, des éminences, des professeurs, on ne peut même pas citer les noms, mais nous sommes où? Est-ce que le niveau d'études, cela veut dire que le monsieur est excellent ou il peut diriger le pays? Parce que là, vu les professeurs que nous avons, on commence à se poser la question. Hein. Il n'y a aucun professeur, aucun docteur qui a été président de la République. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu 4 chefs d'État. Aucun d'eux n'a été à l'université. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, si vous n'avez jamais été à l'université, j'arrive. Ceux qui sont autour, c'est eux les conseillers, c'est eux qui guident. J'arrive justement, laissez-moi finir. Si vous n'avez jamais été à l'université et que vous entrez donc des docteurs, êtes-vous à mesure de pouvoir comprendre ce que les docteurs vous recommandent? C'est ça la question. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec la théorie des chances et le Copamba. Nous avons besoin d'instituer la véritable république des valeurs, c'est-à-dire la république basée sur la méritocratie. Pourquoi est-ce que nous avons des universités? Nous donnons quel exemple aux enfants? On donne l'exemple aux enfants que vous pouvez ne pas aller à l'école et puis vous réveillez un matin, vous devenez chef de l'État. Non. Le palais de la nation n'est pas un lieu de stage, n'est pas un lieu d'apprentissage. Nous devons envoyer au palais de la nation des gens qui sont bien formés, qui ont de l'expérience, qui ont la vision, qui représentent donc la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance du passé, caractérisée par des leaders qui n'étaient pas très instruits, mais enfin qui incarnent le changement, parce que si vous avez été hier champion de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de tous ces fléaux qui ont endeuillé donc la République, comment voulez-vous donc donner un exemple donc aux futures générations et aux Congolais qui vous regardent? C'est pour ça que je pense aujourd'hui que nous devons avoir un leadership différent. Je propose un plan Marshall, vous savez pourquoi? Parce que je suis instruit, parce que j'ai de l'expérience, parce que je l'ai vécu et je l'ai fait ailleurs dans d'autres pays. Et je voudrais que mon pays puisse changer pour devenir un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Nous allons parler de la marche des opposants, mesdames et messieurs. Hein, vous le savez, ça s'est tenu aussi cette semaine, la marche des opposants, par rapport à la machine à voter. D'ailleurs, les gens se posent la question, avec ou sans machine à voter, qu'est-ce qui va se passer le 23 décembre? Je l'ai dit tantôt, Corneille Nangaa tient mordicus à sa machine à voter. Les opposants disent non. Il y en a qui parlent déjà de boycott, ils disent non. Il y a vraiment un méli-mélo autour de ce processus électoral. Et la réaction d'un autre candidat à la présidence, si je ne me trompe pas, Yves Punga, par rapport à la marche du 26 octobre. Ils sont descendus nombreux dans les rues cet avant-midi à Kinshasa. Calico, affiches, banderoles, ce Congolais disent non à la machine à voter et exigent le nettoyage du fichier électoral à travers cette marche pacifique organisée par l'opposition congolaise. Allant de la place Échangeur jusqu'au boulevard Triomphal, hommes, femmes, tout son chemin revendiquent et veulent les élections crédibles et transparentes sans la machine à voter. À en croire les opposants, cette marche est une réussite car le peuple a répondu massivement à leur appel et ils croient en l'aboutissement de leurs revendications. Une seule revendication, élection transparente, crédible, sans machine à voter, sans fichier corrompu. Pour rappel, Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, par le biais de son secrétaire général Jean-Marc Kabonde, avait refusé de participer à cette marche et dit aller aux élections avec ou sans la machine à voter. À noter que cette marche s'est déroulée dans le calme. La police congolaise a assuré la sécurité de cette marche pacifique. La marche projetée par l'opposition congolaise ce vendredi 26 octobre suscite des réactions. Pour Yves Punga, président du Parti de la lutte pour un Congo moderne, l'opposition se sert du peuple congolais comme son marchepied pour des intérêts égoïstes. Pour lui, rejeter la machine à voter ne pourrait faire que retarder le processus et assurer le maintien du pouvoir en place. Pour Kabila, la même chose avec sa pyramide.
Et l'opposition aussi utilise le peuple comme un marchepied. Bon, peut-être c'est leur politique. La machine à voter, je suis sûr que s'il faut faire une marche pour la machine à voter, il faudrait comprendre. Si maintenant nous boycottons cette machine, ça veut dire que nous aurons toujours Kabila et son régime au pouvoir. Yves Ponga se nomme leader de la majorité silencieuse et les libérateurs du Congo. Selon lui, sa venue en politique vise à donner un carton rouge au pouvoir en place et à l'opposition qui ont marginalisé le peuple congolais pendant plusieurs années. S'agissant de la machine à voter, ce candidat à la présidentielle se dit prêt à aller aux élections avec cet instrument de vote. Car, souligne-t-il, le peuple congolais veut le changement et le développement concret. La machine à voter, moi j'avais dit qu'on pouvait la fiabiliser. Et la CENI a travaillé durement parce que le boycott, le marche, ça a toujours servi au pouvoir. Là, peut-être, ils savent pourquoi ils veulent le marche. J'ai toujours dit que leur pyramide veut éterniser le pouvoir de Kabila. Yves Ponga projette également de tenir un meeting populaire le 3 novembre prochain sur le boulevard Triomphal. Il invite les Congolais à répondre massivement à ce rendez-vous. Noé Tchani, chacun appelle les Congolais à le suivre massivement. 21 candidats, 21 propositions. Alors par rapport à la MA, vous avez suivi un de vos adversaires, hein, Yves Ponga. Vous êtes pour ou contre la machine à voter? Pour lui, disent non, c'est vraiment, on doit y aller pour changer les choses. C'est aussi votre lecture de la chose? Il faut reconnaître que la machine à voter divise l'opinion publique, divise les Congolais. Et je pense qu'on ne peut pas aller dans une élection en ayant notre population totalement divisée. Nous devons arriver à trouver une solution, un compromis sur cette question-là. Ce ne sont pas des questions qui peuvent être résolues simplement par des manifestations dans la rue, ni par des déclarations ou par des meetings. Je pense qu'en tant que responsables congolais, nous devons agir en nous mettant autour de la table, en parlant comme des responsables. J'invite tous les leaders de l'opposition à pouvoir avoir des arguments techniques. Moi, je l'ai fait. Je suis allé à la CENI, accompagné des experts. Mais mon équipe comprenait donc des informaticiens. Nous avons examiné la fonctionnalité de la machine. Nous avons des questions auxquelles la CENI... Les conclusions, je pourrais les rendre publiques, mais je souhaiterais, avant de pouvoir les rendre publiques, demander à tous les autres candidats que nous puissions constituer une équipe technique. Je vais remettre ces conclusions à l'équipe technique qui sera constituée de tous les candidats. Et nous allons partir donc à la CENI, utiliser cela comme étant base de départ pour pouvoir poser des questions supplémentaires sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de la fonctionnalité de la machine et confronter. Il faut confronter la CENI sur le plan technique. Il ne faut pas donc simplement donc dire que c'est une machine à tricher. Il faut démontrer à la CENI que la machine donc cause des risques. Et pour le faire, nous devons le faire en allant avec un esprit constructif. J'attends que les autres leaders de l'opposition adhèrent à cette proposition que je fais, que je pense elle est salvatrice pour notre pays. Pourquoi? Parce que on a fait la manifestation donc hier. Est-ce que ça résout un problème? Je sais que vous êtes féru des réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont sur le réseau social Twitter. Vous avez vu hein, les réactions de deux grands leaders sur Twitter, entre Peter Kazadi et Olivier Kamitatou, par rapport à l'absence de l'UDPS à cette marche. Pour vous, comment doit-on utiliser cet outil qu'est le réseau social Twitter, par exemple? Ça doit servir à quoi pour vous, les hommes politiques? Parce que à travers vous, vous avez vu les injures qui ont fusé, les commentaires pas très polis, même des injures personnelles envers la personne, permettez la tautologie, par rapport à Olivier Kamitatou. Donc, quelqu'un écrit ça, l'autre réagit par rapport à sa conception. Donc, comment on doit gérer cet outil qu'est le réseau social? Je crois que les tweets, tout comme Facebook ou d'autres moyens sur les réseaux sociaux, constituent des moyens de communication qu'il faut utiliser avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de prudence. Si on ne peut pas faire attention, on agit avec émotion, parfois les choses peuvent dégénérer. J'ai lu ces échanges entre Olivier Kamitatou et puis Peter Kazadi. Je déplore certains langages qui avaient été utilisés dans la communication entre les deux compatriotes et je les invite à pouvoir se parler peut-être en dehors de ça, mais je voudrais quand même que chacun de nous conserve une certaine dignité quand on parle à quelqu'un. Le langage qui avait été utilisé à l'égard de Olivier Kamitatou, je pense que c'était juste, ce n'était pas justifié.
C'était disproportionné. C'était disproportionné et je pense aussi que Peter Kazadi, à son crédit, devait avoir mal compris l'utilisation de certains mots qui... Chaises écrasées, chaises écrasées, donc ça signifie simplement classer une information dans les faits divers. Mais je pense qu'il avait peut-être mal compris cela. Donc je voudrais peut-être appeler les deux à se pardonner pour que nous puissions donc aller de l'avant. Mais j'ai mal senti en voyant donc ce qui avait été dit d'Olivier Kamitatou, que je connais personnellement, et je pense qu'il ne mérite pas ça. Je crois qu'on doit vraiment éviter de toucher à la personnalité ou des uns et des autres, parce que moi je l'ai dit et je l'affirme, la paternité c'est le fait d'accepter un enfant. Je crois que Cléophas Kamitatou a accepté Olivier Kamitatou comme son fils, et je crois que le débat doit être clos de ce sujet-là, parce qu'on ne peut pas revenir tout le temps sur ce dossier. Il y a beaucoup d'enfants adoptés dans le monde, donc si à chaque fois on doit mettre le couteau sur cette question, je crois que c'est trop bas par rapport à Kamitatou. Donc nous allons et je voudrais d'ailleurs souligner ça, parce que quand j'ai vu ça, ça reflète un peu ce que le candidat du FCC est en train d'amener donc sur la scène politique. Il est connu comme étant coup sur coup des histoires de ce genre. On n'a pas besoin de ce genre donc de leaders au niveau du palais de la nation. Je voudrais encore une fois de plus appeler mes compatriotes à ce qu'on puisse se respecter mutuellement. Quand on est en politique, on n'est pas donc des ennemis, on peut être des adversaires. Battons-nous sur des idées, sur des projets de société, mais descendre trop bas en dessous de la ceinture, je pense que ce n'est pas du tout honorable. Nous allons parler de l'ordre des architectes. La loi est passée à l'Assemblée nationale et l'inauguration d'un centre hospitalier par Madame Koudoura. C'est le volet social de cette émission. C'est ici à Ozone, à la station Barré, cité des anciens combattants, commune de Ngaliema, qu'est érigé le centre hospitalier maternité Mama Pascaline Koudoura. À l'inauguration ce jour, des consultations, examens et soins gratuits ont été organisés. Voilà qui justifie la présence de ces patients. À l'arrivée de la responsable de ce centre hospitalier, Pascaline Koudoura, les patients l'ont applaudi. Ce centre hospitalier n'a rien à envier aux grands hôpitaux de la capitale en ce qui concerne la médecine générale. Tout le matériel approprié est en place pour des soins de santé de qualité. Pascaline Koudoura se veut une maman sociale. La Fondation a estimé d'offrir aussi, toujours dans ma circonscription, la Lukunga, d'offrir le centre hospitalier qui porte mon nom et maternité, toujours à Lukunga, mais dans le cœur de Lukunga, à Ozone, à Mbinza-Barré, parce que c'est ma base. Je l'ai fait à Kimbwala. Aujourd'hui, j'ai estimé cette année que les enfants surtout de ce coin, Ozone, Mbinza, leur offrir un truc pareil, ça va quand même apporter un plus dans le cadre de notre fondation ADIC. Eh bien, c'est du social. Généralement, on m'appelle maman sociale. C'est-à-dire que la maman de Delvaux, la maman de la Lukunga n'auront pas nécessairement besoin d'aller à la maternité de Ngaliema pour avoir des conditions meilleures. Dans les mêmes conditions, vous aidez les femmes, vous aidez les hommes, parce qu'il s'agit aussi de la médecine générale, mais dans des prix, avec des prix sociaux. Après la coupure du ruban symbolique, Pascaline Koudoura a visité les salles du centre hospitalier pour s'assurer que tout est en place. Les patients venus nombreux ont salué l'initiative. Nakomi awa pona na moni initiative oyo ya mama Koudoura et loko sali eza très important na kati ya Ngalema eza eloko moko aider population na biso ya Ngalema ezanga papa mwana akina mwana nga akina ba fièvre depuis ndako un peu forte. Alors dès qu'il y a eu le premier soin, j'ai vu quand même un changement. En attendant les résultats, il y a la bonne étose et la psycho. Ce centre hospitalier et maternité Pascaline Koudoura est le deuxième de la fondation Adio Pascaline Koudoura, après celui érigé il y a 10 ans à Kimbwala. Longtemps attendu, les députés nationaux ont enfin voté la proposition de loi portant création de l'Ordre national des architectes. Une proposition saluée par les architectes congolais. Avec satisfaction qu'on a accueilli la plénière d'hier de l'Assemblée nationale, où à l'ordre du jour, outre le passage du Premier ministre, il y avait aussi à l'ordre du jour l'adoption article par article de l'Ordre national des architectes.
Là, je crois que l'Assemblée nationale congolaise vient de doter la République. À en croire Siméon Moussindondo, l'adoption de cette loi initiée par le député Lequin Kassongo est d'une importance capitale car il vient réguler et sécuriser le secteur de l'architecture congolais. L'ordre des architectes, c'est vraiment un ordre inscrit dans l'architecture constitutionnelle même de la République. Donc là, ça met fin à tous ces charlatans qui se programment architectes ou bien à tout celui qui pense concevoir un projet. Parce que dorénavant, aucun scientifique congolais ne peut être maître d'œuvre d'un projet en dehors de l'architecte congolais que nous sommes. Siméon Moussindondo rappelle en outre les avantages de l'ordre des architectes en RDC. Ce projet-là donne beaucoup d'avantages à la République. D'abord, la protection de la population congolaise. Donc, dorénavant, la population n'aura plus des gens qui vont exécuter des projets qui ne sont pas qualifiés. Et là, j'insiste pour dire aussi à la population, dorénavant, nous aussi, en tant qu'ordre, nous devons avoir des architectes pour de haut, c'est-à-dire des architectes qui peuvent concevoir des projets sans rien demander. Le coordonnateur du cabinet Klarov souhaite voir la promulgation de ce 4e ordre du monde intervenir dans un bref délai. Noël Tchani, nous avons vu l'œuvre de Madame Koudoura, mais les gens se posent la question, est-ce qu'elle l'a fait comme candidate ou simplement par humanité? C'est ça maintenant la confusion qui entre dans la tête des gens. Pourquoi offrir ce centre hospitalier maintenant? Les gens commencent aujourd'hui à se réveiller et à se poser des questions. Est-ce que c'est ça le rôle d'une candidate ou d'un candidat député? Offrir, je sais pas, des ponts, offrir le courant, offrir, je sais pas moi. Quel est le rôle réel vraiment d'un député? Et que doit faire un député pendant la campagne, même un président de la République? Est-ce que Tchani sera là pour nous offrir des ponts, des polos, des t-shirts, tout ça? Quel est votre rôle pendant cette campagne? Je pense qu'il est important que les Congolais sachent une chose, c'est que des petits cadeaux qu'on peut lui faire à la veille des élections ou même pendant toute la vie, ces petits cadeaux ne vont pas régler les problèmes, les défis auxquels le pays est confronté. Ce qu'il nous faut, c'est avoir des gens qui ont des visions, qui ont la compétence et qui sont intègres pour pouvoir gérer le pays une fois qu'ils arrivent donc au pouvoir. Mais si à la veille des élections, quelqu'un arrive à vous donner donc des stylos, à vous donner donc des mpiodi, à vous donner des habits, vous donner des petits cadeaux, tout ça, moi je considère que ça fait partie simplement de la corruption. Et il est important que le peuple congolais reste intègre. C'est une corruption qui ne dit pas son nom. J'ai vu même hier, lorsque tout le monde prend les bus gratuitement et on vous donne 10 000 francs pour aller soutenir donc un candidat. Beaucoup de ces gens-là, ils partent parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas de moyens. Mais ils ne croient pas dans ça. Et une fois que ce candidat arrive donc au palais de la nation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à ramasser l'argent public, mettre dans ses poches pour récupérer l'argent qu'il avait dépensé pendant la campagne. Et ce n'est pas ça le Congo que nous voulons de demain. Nous voulons un Congo des valeurs. Je vous invite à regarder le plan Marshall que je propose comme étant une vision de développement capable de répondre aux défis de développement, la pauvreté, le chômage, créer des emplois, instaurer donc un système de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est ça qui va sortir le Congo de difficultés. Pas la distribution donc des petits cadeaux venant surtout des gens dont on ne connaît pas donc la source de provenance de fonds. Je ne parle pas de cette dame-là en particulier, mais je parle d'une façon générale des cas des politiciens. La plupart de ces politiciens, ils ont été aux affaires. Ils ont volé de l'argent. Ils ont pillé le trésor public. Et ils utilisent les produits de ces pillages pour acheter les consciences pendant les élections. Je ne suis pas d'accord avec ça. Votre lecture par rapport à l'ordre des architectes, il était temps d'en avoir en République démocratique du Congo? Je peux dire que il est peut-être trop tard d'avoir ça. Vous savez, jamais trop tard, hein? Je vais vous dire, il est peut-être trop tard d'avoir ça. J'ai fait le tour de la ville de Kinshasa. Hier, par exemple, je suis allé dans un quartier, dans un quartier qui est construit, mais d'une façon assez particulière. Vous venez, vous êtes sur la rue, soudainement, débarque sur une maison qui est juste en face de vous. Vous devez contourner, faire des tours. En réalité, l'urbanisation de cette ville laisse trop à désirer.
Et je pense, c'est pour ça que dans le cas du plan Marshall que je propose, je suggère la création de 243 villes et villages modernes à travers le pays, avec un plan architectural. Il faut des architectes formés avec un ordre. Exactement, avec un plan architectural donc bien compris. Et pour cela, nous avons besoin donc des architectes de qualité. Exactement. Avoir donc ce qu'ils viennent de faire, c'est une avancée dans la bonne direction. Mais nous avons peut-être donc de faire mieux que ce que nous avons aujourd'hui dans le domaine donc architectural, dans le domaine de l'urbanisation, pour que nous puissions avoir des villes et des villages modernes qui répondent aux normes de sécurité, qui répondent donc aux normes architecturales donc de qualité, comme ça se passe un peu partout à travers le monde. Nous allons terminer par la lettre ouverte au président de la République par rapport au CESAC. Donc on veut renouveler un peu cette institution d'appui à la démocratie. Et les expulsés d'Angola en détresse, vous le savez, les images sont assez poignantes, je dirais même pas assez, trop poignantes, parce que beaucoup d'expulsés congolais provenant d'Angola sont... il y a des extorsions... là où ils vivent dans des conditions infrahumaines. Donc nous allons clôturer un peu par cette note triste. La plupart des expulsés sont originaires du Bandundu, de Kinshasa et des anciennes provinces du Kasaï. Ces Congolais arrivent progressivement depuis plus d'une semaine dans la province du Lualaba. Ils disent vivre dans des conditions difficiles. Selon notre source, certains Congolais expulsés vivaient en Angola depuis plusieurs années et disent être en ordre avec la migration de l'Angola. Ils plaident cependant pour que le gouvernement congolais les prenne en charge, car à Dilolo, ils se retrouvent dans des conditions déplorables. Moi, j'ai passé 10 ans sur le sol angolais, j'ai tous mes documents. Comment expulser une personne qui est en ordre avec tous les documents? C'est indigné un des expulsés. Dans une interview accordée à Radio Okapi, ces témoins a fait part de mauvais traitements que les expulsés auraient subis lors de l'opération refoulement. Les forces de l'ordre angolais ont ravi tous les biens, dont les téléphones, les habits, l'argent et autres biens de valeur, a renchéri la victime. Selon l'administrateur du territoire des Dilolo, les expulsés arrivent en masse et sont logés dans des installations de foyers sociaux. Il s'y est de noter que l'agence humanitaire OCHA a révélé que plus de 257 000 Congolais sont renvoyés d'Angola entre le 1er et le 15 octobre dernier. Il s'y est de noter que l'agence humanitaire OCHA a révélé que plus de 257 000 Congolais sont renvoyés d'Angola entre le 1er et le 15 octobre dernier. D'après Papi Baki, initiateur de la lettre ouverte adressée au chef de l'État, toutes les couches socio-professionnelles concernées par la désignation des membres pour la composition du bureau du CESAC ont déjà rempli leur part d'obligation. Seule l'institution président de la République traîne malheureusement les pas. J'ai usé de mon droit de citoyen qui consiste aussi à rappeler à un chef de l'État de faire appliquer les dispositions de la Constitution, notamment l'article 69 qui demande à M. Kabila de pouvoir de garantir le bon fonctionnement des institutions. Ici, je vois le CESAC. L'actuel bureau, son mandat a pris fin depuis août 2015. Mais jusqu'à ce jour, il continue à prester. Alors que l'article 24, lorsqu'il parle de la loi portant organisation et fonctionnement du CESAC, veut à ce qu'il y ait des organes ou des couches socio-professionnelles puissent déléguer leurs représentants pour faire le nombre de 15. Il n'y a que l'institution présidente de la République qui n'a pas encore fait ça. Ce chercheur en droit de la presse et communication indique par ailleurs que l'actuel comité du CESAC est illégitime et souhaite voir le président de la République permettre la mise en place d'un nouveau bureau de cet organe régulateur avant le début de la campagne électorale. La campagne électorale commence bientôt. Nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir déléguer son représentant afin que le bureau puisse se choisir un président et les autres membres qui doivent diriger cet organe-là. La lettre ouverte au chef de l'État révèle cependant que le comité dirigé par Tito Ndombi a œuvré pendant 8 ans au lieu de 4 ans en violation de la loi de 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du CESAC. Noël Chani, vous avez vu les images, les déclarations de ses compatriotes qui
qui proviennent de l'Angola. Est-ce que cela explique la faiblesse de notre diplomatie ou la faiblesse vraiment de notre politique étrangère ou simplement notre situation, la force géopolitique? Je ne sais pas comment même exprimer, comment on se laisse mater comme ça. Et pourquoi nous ne pratiquons pas cette politique de réciprocité? On chasse des millions de Congolais dans des conditions infrahumaines, mais en RDC, j'en suis sûr, et je mettrai ma main coupée, il y a aussi des millions et des millions d'irréguliers en RDC. Je suis très attristé de voir le sort de nos compatriotes en Angola. J'étais en Angola tout récemment. J'ai été à Luanda et j'ai visité certains compatriotes qui vivaient dans des conditions infra-inhumaines, qui sont abandonnés à leur triste sort. Et ces compatriotes sont arrivés en Angola comment? La plupart d'entre eux, ils ont fui des massacres dans le Grand Kasaï, le phénomène comme un Sapu. Pourquoi ils sont partis en Angola? Parce que l'État congolais était incapable de pouvoir les protéger ici. Ils sont allés trouver refuge dans un pays où il y a l'administration publique qui fonctionne plus ou moins pour sécuriser les gens. Mais il faut comprendre que quand il y a un afflux de personnes qui arrivent comme ça dans un pays, et surtout l'Angola c'est un petit pays par rapport donc la RDC en ce qui concerne la population, il se pose des problèmes sociaux, des tensions sociales entre les habitants donc du pays qui trouvent que le gâteau qu'ils avaient pour eux-mêmes doit être maintenant partagé avec les émigrés qui arrivent donc d'autres pays. Donc, je mets la responsabilité d'abord sur l'absence de l'État congolais. L'État congolais n'a pas fait son travail pour protéger nos compatriotes à l'intérieur du territoire national et surtout n'a pas créé des opportunités pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais d'abord condamner le gouvernement angolais de n'avoir pas protégé nos compatriotes. Ils ont dit ils ne sont pas sûrs qu'on les a massacrés. Ou en fait, non, nous avons vu ces images-là. Ces images sont très inhumaines. L'ambassadeur angolais a dit non. Et je voudrais dire aux Angolais qu'ils ont vécu dans ce pays ici avant 1975. La plupart des autorités angolaises sont des personnes qui ont vécu au Congo, qui parlent français, qui ont étudié ici et parfois aux frais du gouvernement congolais. Moi, j'ai été à l'école. Zaïrois, j'ai été à l'école avec des Angolais. Je me rappelle donc des îles Passy qui avait pris un nom congolais qui était comme nous, et je me rappelle donc de Vieira Gracia Alfonso, je pense qu'il vit à Brazzaville et qui me suit en Somalie. Donc tous ces gens, nous avons vécu ensemble en tant que frères africains. Il faut qu'ils respectent aussi les Congolais quand nous avons une situation d'instabilité politique dans notre pays et les Congolais qui sont allés se réfugier en Angola. Ce que je voudrais suggérer, c'est quoi? Je pense que pour que nous puissions régler ce problème-là, nous devons changer le leadership congolais pour créer des opportunités pour les Congolais, pour stabiliser le pays. Et c'est pour cela que la candidature de M. Chadari, c'est une insulte au peuple congolais. M. Chadari est à la base donc de la situation que nous avons aujourd'hui. L'instabilité dans le Grand Kasaï, l'instabilité sur l'étendue du territoire national, c'est lui qui était le responsable numéro 1 de la sécurité de tout le monde. On n'a pas sécurisé nos compatriotes, on les a fait fuir en Angola et aujourd'hui on les massacre en Angola et Chadari veut devenir président de la République. Cher peuple congolais, réveillez-vous. Nous n'avons pas besoin de la continuité dans la médiocrité. Nous avons besoin d'échanger et nous pouvons amener une autre vision de développement de notre pays pour créer des opportunités. Dans les relations internationales, le timing compte énormément. Pourquoi chasser ces Congolais, nos compatriotes, maintenant? C'est ça la question que les gens se posent toujours. Le timing est très important. Pourquoi choisir ce moment où nous sommes en campagne électorale, où la tension est palpable, et chasser ainsi nos compatriotes? Parce que chez eux, je ne pense pas qu'il y a... C'est encore une période électorale. Ils ont déjà élu leur président. Il y a un nouveau président. Je crois que la tension sociale a baissé. Ils sont un peu calmes. Mais chez nous, ça bouillonne. Et ils ne peuvent pas comprendre que ça ne va pas. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas interpréter les motivations derrière le gouvernement angolais ou derrière le peuple congolais pour pouvoir déclencher ce phénomène actuellement. Mais ce que je peux dire, c'est que ce phénomène doit éveiller la conscience du peuple congolais. Doit réveiller la conscience du peuple congolais parce que on doit démontrer que le régime en place n'a pas été à mesure de protéger les Congolais et n'est pas à mesure de les protéger. Et par conséquent, le candidat qui représente ce régime, M. Chadari, c'est la continuité des malheurs que nous avons aujourd'hui et nous devons mettre fin à ce régime. Est-ce que le gouvernement réagit? Parce qu'il y a certains compatriotes qui disent qu'ils ont leurs documents en règle. Vous avez suivi. Ils ont dit que moi j'ai mes documents en règle, tout est là, mais pourquoi on m'échasse? Et que fait notre gouvernement par rapport à ça? Je suis très attristé lorsque je vois le sort de ces compatriotes et je voudrais, si on avait un gouvernement responsable, on pouvait déclencher les mécanismes d'abord diplomatiques, mais aussi déclencher l'intervention de l'Union africaine.
Parce qu'aujourd'hui, la fraternité africaine, c'est quelque chose que nous avons tous accepté au niveau des États. Chani, est-ce que cette solidarité africaine existe? Le panafricanisme prôné par les pères de l'indépendance comme Nkrumah, comme Lumumba, est-ce que ce panafricanisme, est-ce que cet esprit panafricain existe encore? Exactement, il y a un problème. Pourquoi? Parce que les Congolais ont été trop généreux avec d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Nous avons accueilli des Rwandais, nous avons accueilli des Burundais, nous avons accueilli des Ougandais, des Centrafricains, quand ils ont des problèmes chez eux. Et quand ils arrivent sur notre territoire, ils se transforment donc en Congolais et nous devenons nous-mêmes esclaves dans notre propre pays. Maintenant, quand les Congolais donc fuient l'insécurité donc sur l'étendue du territoire national, vont dans des pays tels que l'Angola, on les massacre là-bas, on les jette donc à la porte comme des chiens. Nous devons pas des chiens écrasés, pas des chiens écrasés. Nous devons être réveillés. Nous devons nous réveiller en tant que pays pour que nous puissions restructurer notre pays, donner à notre pays la chance de pouvoir créer des opportunités pour notre peuple. Le rêve congolais, comme je l'ai toujours dit, c'est de rester au Congo, de vivre en paix, en sécurité, sous la protection de la police et de l'armée congolaise. C'est ça le rêve congolais, de s'épanouir dans notre pays. Mais émigrer à l'étranger doit être une exception. Mais malheureusement, c'est devenu pratiquement... Avec le dévéloterie aujourd'hui, vous qui êtes aux États-Unis, quand un conseiller du Premier ministre dit octroyer de l'aide pour que les Congolais aient joué à la dévéloterie et aller aux États-Unis, on se pose la question, nous sommes dirigés par qui? Et merci de nous faire rêver encore. Le rêve congolais existe, il a dit Noël Chani. Le rêve congolais, c'est de vivre en RDC dans des bonnes conditions. Si nous devons immigrer, en tout cas, ce sera peut-être pour d'autres raisons, mais pas fuir la famine, la faim et autre chose. Merci donc à Noël Chani pour être passé à la barre, je l'ai dit tout à l'heure, l'expression est consacrée. Merci à Noël Chani, candidat à la présidence de la République. Et je vous invite donc à prendre encore un autre rendez-vous avec lui parce que dans l'international, nous allons parler de long en large du plan Marshall. Prenez rendez-vous donc avec l'international pour parler du plan Marshall. Merci donc à nos téléspectateurs, à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, à nos followers qui nous ont posé de questions par rapport à Noël Chani. Il a dit, il a répété et il affirme, il est congolais. Donc, voilà, la balle là, donc, est dans votre camp. Il a donné ses raisons. Prenez date avec lui le 23 décembre 2018. Quant à moi, le rendez-vous est pris le dimanche prochain. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici et je m'appelle encore Dr Noël Chani. Moi, j'invite, je suis candidat numéro 15. Voilà. Le rendez-vous est pris le 23 décembre 2018. Quant à moi, c'est le dimanche prochain. Inch'Allah. Merci. Merci.